Ma Mission TV, le miroir du monde. Spécial, ainsi que mes prédécesseurs de pacification, de réunification et d'adoption de la Constitution du 18 février 2006. À un moment critique et fragile de notre histoire, en début de l'épidémie culturelle ou politique ou académique, face à la patrie en danger, ils ont accepté de se dépasser, sinon de se dépasser. Après M. Azarias Rouberoa Maniwa, vice-public, représentant du vice-président vivant ou mort, à se mettre debout afin de recevoir les hommages de l'auguste assemblée. Je vous remercie et je vous prie de vous asseoir. J'ai par ailleurs associé à cette cérémonie solennelle l'ancienne présidente et les anciens présidents de notre Chambre pour l'héritage laissé à cette institution, socle sur lequel nous nous élevons aujourd'hui. Chers honorables présidents honoraires, vous avez jeté les bases de nos pratiques parlementaires et œuvré à la consolidation de notre jeune démocratie par votre leadership. La nation tout entière et l'Assemblée nationale ne cesseront de compter sur vous et spécialement sur votre expérience et vos sages conseils. Ils ne sont ni des mêmes provinces, ni des mêmes partis, ils sont même parfois hors des partis, mais ont eu en commun l'amour et le respect du Congo. J'ai invité, s'ils sont présents dans la salle, je leur demande tour à tour de se lever. Nous avons invité son éminence le cardinal honoraire Mosengo Passigna. Les honorables présidents Anzulu Nibembe, Philomène Omatuku, Olivier Kamitatsu Etsu. L'honorable Thomas Wakalo Senjola. L'honorable Vital Kamere. L'honorable Évariste Bochab, et mon estimé prédécesseur et camarade Aubin Minapou. À ces salutations premières, en ce mois dédié à la femme, j'aimerais honorer avec ferveur les 50 femmes députées de l'Assemblée nationale, soit moins de 10% de l'hémicycle, mais aussi rendre hommage à leurs collègues hommes ici dans la salle qui ont accepté l'idée d'avoir plus de 2 femmes au bureau de l'Assemblée nationale, prouvant en cela que les hommes congolais n'attendent pas toujours et seulement le 8 mars pour nous honorer. Existe en dehors de Kinshasa, nous saluons les délégués de l'Assemblée provinciale ici présente en leur demandant de se lever, particulièrement celle du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu conduite par leur Ituri et de la Mongala, sur la supervision des membres de leur bureau. S'ils sont présents, ils peuvent se lever. Honorables députés et chers collègues, la présente session s'ouvre dans un contexte particulier sur les plans sécuritaire, social et économique. Au plan sécuritaire, sous l'autorité du président de la République, chef des armées, le gouvernement vient de signer un accord de paix avec le FRPI, un des groupes armés qui opérait dans la province de l'Ituri. Tout en saluant cet accord, ayant été moi-même sur terrain aux côtés de nos députés, j'invite le gouvernement
à tout mettre en œuvre pour qu'une paix durable règne dans la partie orientale de la République où ces atrocités ont assez duré. J'encourage le gouvernement à poursuivre donc l'offensive militaire pour délivrer enfin nos frères et sœurs de ces conflits. Ainsi, certains points d'insécurité récurrents doivent bénéficier du gouvernement du Premier ministre Sila Iluka, et ce, dans les hauts plateaux du Sud Kivu, dans la deuxième ville de la RDC, qui est la ville de Lubumbashi dans le Katanga, dans le territoire de Nyunzu dans les provinces du Tanganyika, tandis que le Bas-Ouélé et le Haut-Ouélé attendent des mesures plus décisives et plus impactantes face au phénomène des éleveurs Bororo, ainsi qu'à l'insécurité subséquente dans les territoires de Djougou, Mambasa, Irumu et Mahagi en Ituri. Honorables députés et chers collègues, pour me rendre compte de ces complexes situations de guerre asymétrique, de nous nous sommes rendus à quelques collègues, toutes tendances confondues, et je les remercie ici, nous à Oisha, au Nord Kivu, entre malheureux d'une insécurité persistante et pluridécennale. Nous réaffirmons la compassion et l'entière solidarité de cette Chambre à ces populations meurtries. Toutefois, j'ai appelé la population à soutenir son armée, car aucune armée ne peut gagner sans le soutien de la population. Ici, j'aimerais que nous ayons une pensée émue pour ce jeune blessé de guerre dont je tais évidemment le nom, soldat FARDC, sur ce qu'on appelle un hôpital de guerre à Béni, qui me fixait droit dans les yeux avec flegme, et moi en tant que maman étant impressionnée par son état et ses blessures, il me regardait et m'a dit « Maman, je suis blessée, mais j'ai juste besoin de soins appropriés pour retourner au combat afin de défendre notre pays et protéger notre population. » Il manque un hôpital pour blessés de guerre des militaires à Béni. L'État ne devrait-il pas s'en émouvoir? Ne devrions-nous pas nous en émouvoir? Le patriotisme courageux de ce jeune soldat doit tous nous rendre humbles dans l'exécution de nos charges et nous appeler à soutenir sans réserve les FARDC, car c'est le gage de notre unité et notre survie nationale. Honorables députés et chers collègues, face à la détresse que nous avons rencontrée dans ces zones et ailleurs en République démocratique du Congo, je demande avec insistance au gouvernement d'élargir et renforcer son intervention humanitaire auprès de ce grand nombre de déplacés internes, généralement des femmes et des enfants. Honorables députés et chers collègues, dans le domaine de la santé, le monde entier est sous la menace de la contamination et de la propagation rapide de la pandémie de coronavirus, qui à ce jour compte près de 150 000 personnes infectées et plus de 500 000 morts dans près de 130 pays. Comme vous l'avez appris, la République démocratique du Congo n'a malheureusement pas échappé à cette règle, avec à ce jour 3 cas déclarés. L'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour préserver la santé de la population et renforcer les mesures déjà initiées. En effet, les conséquences sanitaires, économiques et financières des suites de la diffusion rapide du virus à l'échelle mondiale suscitent des inquiétudes. À cet effet, j'invite nos compatriotes à observer scrupuleusement les mesures sanitaires recommandées par le ministère de la Santé de notre gouvernement. En outre, je salue l'action menée par le Comité national multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola, qui amorce sa dernière ligne droite en vue de l'éradication de cette grave épidémie dans notre pays. En effet, plus aucun cas confirmé d'Ebola n'a été enregistré depuis la sortie, le mardi 3 mars dernier, de la dernière patiente hospitalisée à Béni. Dès lors, bravo
au docteur Mouyembe Tafoum et à toute son équipe, ainsi qu'aux différents partenaires impliqués. Chers collègues, c'est dans ce cadre que votre bureau a invité le docteur Mouyembe pour une séance académique demain, ici, avec toutes les mesures de protection nécessaires, à l'hémicycle, pour un point de mise à jour sur le sujet Ebola et la pandémie coronavirus. Honorables députés, chers collègues, dans cette suite, notre séance s'ouvre dans un contexte socio-économique morose. En effet, selon les indices de la Banque centrale du Congo, l'activité économique a reculé par rapport à l'année dernière. Notre taux de croissance économique projeté, 4,6, est en recul face à celui de 5,8 l'année passée. La dépréciation de la monnaie nationale par rapport à l'année dernière a un impact négatif direct sur le pouvoir d'achat de la population, ce qui accroît sa douleur sociale. En RDC, si notre économie fragile est significativement soutenue par notre production minière, elle subit actuellement les effets négatifs du marché international avec une baisse sensible des prix des métaux, tels que le cobalt ou le cuivre, qui sont stratégiques pour la RDC. Faut-il se rappeler que cette économie, notre économie, est extravertie avec cette prépondérance du secteur minier. Ce secteur minier représente près de 90% de nos exportations, dont 40% en direction de la Chine. La Chine, notre premier partenaire commercial. Et ce pays est actuellement frappé par la pandémie et donc en probable ralentissement économique avec un effet de domino sur notre économie. Baisse des recettes extérieures entraînant peut-être baisse des recettes publiques fiscales. Cette baisse ne pourra-t-elle pas ouvrir la voie à un déficit accumulé des finances publiques avec comme corollaire une pression sur le marché des biens et services ainsi que sur le marché d'échange? La question mérite d'être posée. Cette dépendance de l'économie congolaise au choc externe ne nous invite-t-elle pas, en écho à l'exhortation de mon estimé collègue président du Sénat, ne nous invite-t-elle pas à procéder enfin à une réflexion ou à un changement de modèle économique? Au regard de cette menace, la situation financière difficile appelle donc à une meilleure allocation des ressources, à une plus grande mobilisation des ressources internes, au maintien de la discipline budgétaire pour mettre fin au cycle des déficits, favorisé par une lutte implacable contre la corruption dont je parlerai spécifiquement plus loin. L'Assemblée nationale envisage dans ce cadre d'inviter les responsables du gouvernement en charge du budget et des finances pour plus de clarté face à cette menace imprévue. Honorables députés et chers collègues, le vendredi 13 décembre dernier, en application de l'article 77 alinéa 3 de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé aux deux chambres réunies en congrès pour son discours sur l'état de la nation. À cette occasion, il interpellait nos institutions sur l'urgence de doter le pays de lois nécessaires à la mise en œuvre du programme du gouvernement et d'assurer le contrôle en vue de l'amélioration de la gouvernance. À titre de rappel, le président de la République a aussi évoqué des réformes incontournables qu'il nous faudra impulser. En attendant que le gouvernement nous transmette ses projets de loi pour la mise en œuvre de son programme et de nos engagements internationaux, l'Assemblée nationale va accorder la priorité à l'examen des propositions de loi jugées nécessaires au renforcement de l'État, à l'amélioration du climat des affaires, à la lutte contre la corruption, à la protection des droits humains et à l'exercice des libertés publiques. Honorables députés et chers collègues, au moment où s'ouvre cette session, votre bureau a enregistré près de 20 propositions de loi émanant des honorables députés nationaux. Certaines de ces initiatives législatives ont été soumises au gouvernement pour ses avis éventuels sur pied de l'article 130 de la Constitution. D'autres propositions font encore l'objet d'analyses approfondies, conformément à l'article 248 de notre règlement intérieur. Nous les soumettrons, le moment venu, à l'auguste Assemblée
au fur et à mesure que celles-ci sont jugées recevables. Honorables députés et chers collègues, de ces tournées ou rencontres avec le Congolais dit ordinaire, comme si nous étions extraordinaires, celui-ci attend des institutions de la République un effort incarné et réel en matière de lutte contre la corruption. Ce sera une des priorités de la présente législature. Ainsi, cette corruption sape la démocratie et l'état de droit. Cette corruption entraîne des violations des droits de l'homme. Cette corruption fausse le jeu des marchés publics. Cette corruption prive le Congolais du bas, de la démocratie économique, au profit d'un club de puissants, tandis qu'elle handicape profondément le développement de notre pays. Pour cette raison, à la suite du président de la République, l'Assemblée nationale fera de cette lutte son agir politique en vue d'incarner et promouvoir la bonne gouvernance en République démocratique du Congo et mieux satisfaire nos populations à ce sujet. Ainsi, notre Chambre a voulu être concrète et cette Chambre examinera parmi ses priorités la proposition de loi modifiant et complétant le code pénal relatif à ce sujet et émanant de l'honorable Passy Zapamba, ainsi que la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, initiative de l'honorable Henri Thomas Lokondo, présentée à la session antérieure. L'objectif visé est le renforcement des dispositifs répressifs et la mise en place d'un cadre institutionnel en amont destiné à prévenir ce fléau. Chers collègues, pensez-vous qu'un Congolais, où qu'il soit dans nos 26 provinces, est disposé à payer plus de taxes si le fruit de son effort est dilapidé dans des pratiques dommageables pour l'intérêt commun? Honorables députés et chers collègues, la protection aussi des droits des personnes, et particulièrement des personnes vulnérables, demeure un défi majeur dans notre pays. À cet égard, leur protection retiendra aussi notre attention au cours de cette session. La Constitution de la République, en son article 49, dispose de droits pour la personne avec handicap. Et à ce sujet, il est important de signaler que nous avons ratifié la Convention des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de la personne vivant avec handicap. Force est de constater qu'à ce jour, notre législation reste un peu en recul par rapport à cette exigence internationale. C'est dans ce cadre que l'auguste Assemblée examinera la proposition de loi organique pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap, initiée par l'honorable Eve Bazaïba, ainsi que la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des droits des peuples autochtones pygmées de l'honorable Rachidi Boukanga Ruba. Chers collègues, notre pays a fait du secteur privé le moteur de sa croissance. Le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga s'est engagé, sous l'impulsion du président de la République, non seulement à mobiliser les financements des infrastructures de base, mais aussi à poursuivre les changements nécessaires à l'amélioration du climat des affaires. Au cours de la présente session, l'Assemblée nationale, dans cette recherche de concret, va débattre des réformes dans ce domaine, et notamment la proposition de loi modifiant et complétant le code pénal, initiée par l'honorable Kassongo Luquin, aux fins de déterminer les peines applicables aux infractions prévues par les actes uniformes de l'OHADA. Il en est de même de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, initiative de l'honorable Moutiri Bachara. Honorables députés et chers collègues, sur ce même plan, le contexte mondial actuel laisse présager une sévère récession dont il nous importe d'anticiper les effets dévastateurs dans nos pays africains en évitant d'y ajouter la fuite ou la méfiance des investisseurs par des procédures judiciaires légitimes mais parfois expéditives qui emportent des questionnements sur la robustesse, la crédibilité de notre système financier interne.
Il est important que nous préservions une cohérence entre notre appel sincère aux investisseurs et certaines actions parfois isolées et marginales qui contredisent notre parole publique politique et ont un effet repoussoir de notre crédibilité en tant que destination d'investissement. À cet effet, sous l'impulsion du président de la République qui les a précédemment reçus, je salue la démarche proactive du groupe des 19 pays amis de l'Union européenne auprès de la République démocratique du Congo qui se sont portés auprès des acteurs publics congolais pour présenter, partager, échanger, soumettre à réflexion amicalement des expériences et suggestions pour une amélioration effective de notre climat des affaires. Seul gage d'une attractivité et compétitivité plus grande de notre pays. Honorables députés et chers collègues, comme je ne cesse de le dire, et comme les députés me le rappellent régulièrement, le contrôle parlementaire est l'une de nos missions essentielles. Les principaux objectifs de ces contrôles visent l'affermissement de la bonne gouvernance, la promotion des libertés et la consolidation du bien-être de la population. À cet égard, nos compatriotes ont désormais des exigences bien ancrées. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont accès à l'information et leurs exigences sont toujours croissantes en termes de moralité de la vie publique et de redevabilité par une meilleure justice distributive. Pendant les vacances parlementaires qui s'achèvent, les honorables députés nationaux, dont on s'interroge parfois sur ce qu'ils font, quel est leur travail, mais cette fois-ci, les honorables députés nationaux n'ont pas manqué à ce devoir de contrôle de l'action du gouvernement, des entreprises publiques ou des établissements et services publics. À ce propos, votre bureau a enregistré 36 questions écrites, dont 21 jugées recevables et transmises aux membres du gouvernement et aux mandataires publics concernés. Je salue en outre, très particulièrement, l'initiative courageuse de certains députés de Kinshasa qui sont descendus sur terrain pour vérifier l'effectivité des travaux du programme des 100 jours. Au cours de cette session, les honorables députés nationaux, dont mon collègue le premier vice-président ici à ma droite, vont continuer sans atermoiement sur ce sujet à assumer cette prérogative en faisant un usage responsable des moyens d'information et de contrôle prévus par la Constitution et notre règlement intérieur. Ce contrôle ne peut être interprété comme un harcèlement politique ou des ciblages partisans ou personnalisés. Au contraire, il apparaît comme la preuve du devoir de rendre compte de notre gestion. En effet, l'histoire parlementaire nous renseigne qu'au cours des précédentes législatures, les élus de cette même Chambre ont eu à initier bon nombre de missions d'enquête, conséquence du devoir de redevabilité imposé à toute personne investie des charges publiques. Ainsi, pendant la transition post-conférence nationale souveraine, on se souviendra de l'interpellation du Premier ministre Léon Kengo Wadondo, que je salue ici, par l'honorable Maya Nkumu. On se souviendra également du rapport de la commission d'enquête parlementaire dite Lutundula sur les contrats conclus pendant les conflits armés. Faut-il encore évoquer le rapport de la commission d'enquête sur la gestion des entreprises publiques par l'honorable Bakandeja? Tout ceci pour dire, chers collègues, élus légitimes de notre peuple, que les Congolais attendent beaucoup de ces initiatives. Et ce n'est pas le nombre de contrôles utilisés qui compte, mais plutôt leur impact pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance, l'augmentation des recettes de l'État et l'éradication progressive de la corruption. Chers collègues, la situation économique de notre pays, au regard du contexte international, exige un suivi assidu et responsable de l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2020. C'est pourquoi j'invite notre commission économique, financière et de contrôle budgétaire à systématiser son calendrier pour user pleinement des prérogatives lui dévolues par l'article 210 de notre règlement intérieur. Concrètement, les membres de cette commission doivent désormais s'assurer trimestriellement d'un suivi strict de l'exécution de la loi des finances de l'année.
De même, nous veillerons à ce que la commission suivi et évaluation assure avec efficacité et diligence la supervision effective de la mise en œuvre des recommandations formulées par les chambres à l'exécutif. La même rigueur devrait prévaloir sur l'évaluation du sort réservé aux recommandations des contrôles parlementaires. Chers collègues, honorables députés et vénérables sénateurs, je ne peux terminer ce chapitre de contrôle sans rappeler que nous allons examiner les rapports des institutions d'appui à la démocratie. J'ai cité la Commission électorale nationale indépendante, arrivée à fin mandat, qui a déposé son rapport le 31 octobre 2009, mais que l'agenda parlementaire antérieur n'avait pas permis d'examiner, et il en va de même aussi pour la Commission des droits de l'homme. Honorables députés et chers collègues, je voudrais enfin souligner qu'au cours de cette session, l'Assemblée nationale va mener une intense activité dans le domaine de la diplomatie parlementaire, sous réserve bien sûr de l'évolution de l'éradication rapide de la pandémie à Covid-19. Ainsi qu'il en a été décidé lors de la 27e session de l'Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue au Maroc en mai 2019, le Parlement de la RDC devrait abriter en mai 2020 la 28e session de l'Assemblée régionale Afrique de l'APF. Notre pays a également été retenu pour abriter en juin 2020 l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Je salue aussi différentes initiatives diplomatiques bilatérales avec certains pays qui ont pour but de renforcer notre coopération technique, et particulièrement le Parlement français, avec qui des pourparlers sont déjà fort avancés pour une coopération technique entre nos deux chambres. Tous ces avancées et ces succès sont et visent avant tout au renforcement de la confiance envers les institutions de la République démocratique du Congo et à une meilleure compréhension du nouveau Congo post-électoral. Honorables députés et chers collègues, nous avons été à l'écoute de nos citoyens, de nos électeurs, durant ces vacances parlementaires, au fin de continuer de bénéficier de leur confiance et de nous impliquer dans la recherche de solutions aux multiples problèmes qui sont les leurs. Pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale et à la demande des députés, chaque membre du bureau a veillé personnellement à être présent sur terrain aux côtés de nos députés et à conduire des délégations parlementaires dans plusieurs provinces où se posent des problèmes spécifiques, tant à l'est qu'au centre ou à l'ouest de la République démocratique du Congo, en vue de nous rendre compte de la situation sanitaire, sociale et sécuritaire de nos compatriotes dans ces provinces. Et notre itinérance ne s'arrêtera pas là, car force est de constater à chacune de ces étapes que la situation sociale dans ces entités décentralisées pour nos frères et sœurs congolais reste préoccupante. Ainsi, en application des dispositions des articles 38 et 137 du règlement intérieur, il nous revient de déposer et exploiter les rapports des vacances parlementaires en vue de rendre compte de ces préoccupations et des attentes exprimées par ses compatriotes au niveau de décisions plus appropriées. Ceci rendra plus efficace la décentralisation par des outils concrets en vue de renforcer le sentiment d'appartenance à un État de droit et à une nation commune. Chers collègues, avant de terminer cette allocution, à la lumière des défis et des dangers qui se dressent devant nous, l'Assemblée nationale, en ce mois dédié à la femme, l'Assemblée nationale invite la classe politique et au travers d'elle, par nos élus, tout le peuple congolais et nos institutions à préserver ce qui nous réunit et à relativiser ce qui nous divise. Il devient donc urgent, impératif, de demeurer plus attentif à la cohésion nationale, plus exemplaire, loin des discours de haine et de méfiance ethnique. Sur ce, je déclare ouverte la session
ordinaire de mars 2020. Que Dieu unisse et bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et voilà, vous venez là de suivre le discours de la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda. Voici. La présidente de l'Assemblée nationale a rappelé que l'actuelle session s'ouvre dans un contexte particulier marqué nécessairement par trois aspects. Le premier aspect, l'aspect sécuritaire, où la présidente de l'Assemblée nationale a rappelé la signature de l'accord de paix avec le groupe FRPI de l'Ituri, et en faisant une recommandation auprès du gouvernement pour renforcer et continuer avec des actions militaires pour ramener la paix au niveau dans l'ensemble du pays. Et nous parlons également, elle a également évoqué le cas de la santé avec l'apparition du coronavirus, où la RDC aujourd'hui a 3 cas avérés. Et par rapport au Sénat, mais au niveau de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, le docteur Mouyembe est invité pour une séance demain avec toutes les dispositions sécuritaires et sanitaires prises pour une séance afin qu'il explique aux députés nationaux que ça a la portée du coronavirus à travers le monde et en RDC, et aussi la fin très annoncée très prochainement de virus Ebola, pour le cas où le cas de la partie Est, Beni Tori, qui ont été ravagés par ce virus. Et Sylvie Moembo, le troisième aspect évoqué par la présidente de l'Assemblée nationale, c'est l'aspect économique. Il a marqué par une récession. Aujourd'hui, on ne parle plus, on ne projette plus la croissance à plus de 5%, mais on est revenu à au moins 4%, autant d'éléments. Et puis, cette session, il y a 20 projets de loi qui attendent pour être examinés et votés. Quelques lois ou quelques projets ou bien propositions de loi sont prioritaires. Ce sont autant d'éléments qui vont marquer la session de mars, et tous les députés reviennent après leurs vacances parlementaires. Et Sylvie, vous avez accompagné la présidente, elle-même était aussi en vacances parlementaires, tel qu'elle stipule l'article 137 du règlement intérieur, où les députés doivent dresser un rapport de leurs vacances parlementaires, où chaque député, dans l'article précédent, l'article 136, doit passer au moins, séjourner au moins un mois dans son fief électoral. Et avec la présidente, l'élu de Bumba, vous l'avez accompagné à Bumba pour ses vacances parlementaires avant son itinérance pour le reste du pays, et elle est allée vivre les réalités que connaissent les populations congolaises. Effectivement, Joël, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, l'a signifié dans son allocution qu'elle était à Béni précisément, parce que c'est l'un du territoire de ses vacances parlementaires. Bien sûr qu'elle est l'élu de Bumba, mais à Béni, la présidente de l'Assemblée nationale était à Oicha, au nord Kivu. Ma mission TV, le miroir du monde.